Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui nous touche vraiment tous au plus profond, les émotions. On a sur la table une pile de sources assez éclectiques. Ça va de la neurobiologie à l'histoire de la cour de France, en passant par la sociologie du travail et même la critique littéraire. En effet, et l'idée c'est de tisser des liens entre tous ces domaines pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment en nous quand on ressent de la joie, de la colère ou de la tristesse. Comment ça fonctionne, comment ça circule entre nous, et puis comment ça façonne nos vies, au-delà de ce qu'on imagine. C'est une exploration qui, je pense, va bousculer pas mal d'idées reçues. Parfait. Alors, pour attaquer ce monument, commençons par la base. Quand on parle d'émotions, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est. Mais les sources nous disent que c'est bien plus complexe. C'est le premier piège. Les textes nous invitent tout de suite à être plus précis. Par exemple, ils introduisent un terme plus large, celui d'affect. L'affect. Oui, l'affect, c'est en quelque sorte la matière brute, le fond continu de notre vie sensible. Ça englobe les émotions, bien sûr, mais aussi les humeurs, qui durent plus longtemps, ou les simples réactions de stress. D'accord, donc l'émotion serait une forme spécifique d'affect. Mais quelle est la différence concrète? Si je sens une boule dans mon estomac, c'est un affect ou une émotion? C'est une excellente question. Des penseurs plus contemporains, comme le philosophe Brian Massumi, poussent la distinction assez loin. Pour lui, l'affect, c'est une intensité pure, une force qui nous traverse, avant même qu'on puisse la nommer. C'est presque prépersonnel. D'accord. L'émotion, c'est quand cette intensité est capturée, nommée. C'est de la colère, c'est de la peur, et qu'elle s'intègre dans une histoire qu'on se raconte. L'affect, c'est l'énergie brute, l'émotion, c'est l'énergie canalisée et interprétée. C'est intéressant. L'affect serait donc ce qui se passe un peu sous le radar de notre conscience narrative. Et une autre source, celle de Teresa Brennan, ajoute une dimension encore plus étrange. Oui, elle suggère que l'affect n'est pas confiné à l'intérieur d'un seul corps. Il peut être transmis, il peut saturer un lieu. C'est une sorte de contagion atmosphérique. On a tous vécu ça, hein. Entrer dans une pièce et sentir immédiatement que l'ambiance est électrique ou au contraire plombée, sans que personne n'ait dit un mot. C'est exactement ça. C'est donc ça l'affect qui circule. Mais alors, comment est-ce qu'on passe de cette ambiance un peu diffuse à une émotion claire et nette, comme la joie ou la colère? C'est là que notre cerveau entre en scène. Les théories cognitives, comme celle de Schachter, qui est un grand classique, proposent un processus en 2 temps. D'abord, il y a une activation physiologique générale et non spécifique. Le cœur s'accélère, les paumes deviennent mouettes, on respire plus vite, notre corps est en alerte. D'accord, le corps panique, mais il ne sait pas encore pourquoi. Exactement. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape, l'interprétation cognitive. Le cerveau scanne l'environnement pour trouver une explication à cet état d'alerte. Si on voit un ours, on conclut « mon cœur bat vite et il y a un ours, donc j'ai peur ». Ah oui, Si on vient de recevoir une promotion, on conclut « mon cœur bat vite et on vient de me promouvoir, donc je suis euphorique ». La sensation physique brute est la même. c'est l'étiquette qu'on y colle qui change tout. Voilà, c'est l'étiquette qui la transforme en émotion distincte. C'est donc un vrai travail de détective que fait notre cerveau en permanence. Mais ce que les sources soulignent, c'est que ce n'est pas une rue à sens unique. Ce n'est pas juste le cerveau qui interprète le corps. Non, c'est une boucle de rétroaction constante. Notre évaluation d'une situation déclenche une réaction corporelle, et cette réaction corporelle, en retour, amplifie ou modifie notre évaluation. Je vois. Une simple contrariété au volant peut se transformer en rage si on est déjà stressé et que notre corps est sur les nerfs. C'est un dialogue ininterrompu entre le corps et l'esprit. Donc, si je résume cette première partie, une émotion naît de ce dialogue interne entre mon corps qui s'agite et ma tête qui essaie de comprendre pourquoi. Mais est-ce que ça s'arrête là? Les sources suggèrent que le monde extérieur, la culture, a un rôle bien plus important à jouer que celui de simple contexte. Absolument. On quitte la psychologie individuelle pour entrer dans la sociologie. Et là, la perspective change radicalement. Pour beaucoup de sociologues, la plupart de nos émotions ne viennent pas d'une biologie universelle, mais de la manière dont notre culture définit les relations entre les gens. La culture est une sorte de manuel qui nous apprend quoi ressentir, quand le ressentir, et surtout comment l'exprimer d'une manière socialement acceptable. Attendez, si la culture nous dicte quoi ressentir, ça veut dire que des émotions qui nous semblent universelles, comme la honte par exemple, pourraient ne pas exister ou signifier complètement autre chose dans une autre société? C'est exactement ça, ou du moins elles prendraient des formes très différentes. Les sources donnent des exemples fascinants. Prenez la colère vertueuse.
La colère vertueuse. Oui, c'est une émotion particulièrement puissante, non pas à cause de sa force intrinsèque, mais parce qu'on la ressent avec le soutien imaginaire de notre communauté. On se sent légitime, dans notre bon droit, et ça décuple la colère. Je vois. C'est la différence entre être en colère tout seul dans son coin et sentir que tout le monde serait d'accord avec moi. Précisément. Un autre exemple très parlant, c'est la vergüenza ajena en espagnol, qu'on pourrait traduire par la honte par procuration. C'est cette gêne qu'on ressent à la place de quelqu'un d'autre qui est en train de se ridiculiser. Ah oui, la gêne par procuration. C'est le sentiment que j'ai à chaque fois que je regarde un candidat s'humilier dans une émission de télé-réalité. On se cache les yeux pour lui. C'est ça, et c'est une émotion incroyablement sociale. D'un côté, elle renforce la norme, on se sent mal parce que quelqu'un a brisé un code social, mais de l'autre, c'est paradoxalement une forme d'empathie, puisqu'il faut se mettre à la place de l'autre pour ressentir ça. C'est vrai. Un dernier exemple, très puissant, le regret. Une source le décrit non pas comme le simple fait de repenser à une mauvaise décision, mais comme la perte douloureuse d'une image de soi à laquelle on tenait. C'est une idée assez déstabilisante, ça. On pense regretter un acte, mais en fait, on regrette de ne pas avoir été la personne qu'on voulait être à ce moment-là. Ça change complètement la perspective. On ne regrette pas d'avoir raté son train. On regrette d'avoir été la personne désorganisée qui a raté son train. Voilà. Nos émotions sont donc tissées avec nos valeurs, l'image de nous-mêmes et les règles de notre groupe. Et ça nous amène à une dimension encore plus politique, le pouvoir. Plusieurs textes parlent d'une économie politique de l'émotion. L'idée, qui n'est pas neuve et remonte à Aristote ou Hobbes, c'est que les émotions sont structurées par les hiérarchies de pouvoir. Ce contrôle des émotions à la cour de Versailles, par exemple, comme le décrit l'historien William Reddy, c'est une forme de travail finalement. Les nobles devaient constamment gérer et afficher les bonnes émotions pour plaire au roi. Ça me fait penser à un concept beaucoup plus moderne, mais qui résonne étrangement avec ça, le travail émotionnel. C'est une transition parfaite. Le concept de travail émotionnel, développé dans les années 80 par la sociologue Harley Russell Hochschild, est au cœur de nombreuses sources sur le monde professionnel contemporain. Elle le définit comme le fait de devoir gérer ses propres sentiments pour produire une expression émotionnelle visible par le public, comme l'exige un emploi. On pense tout de suite aux hôtesses de l'air ou aux serveurs qui doivent sourire quoi qu'il arrive. Mais les sources estiment que ça concerne combien de monde aujourd'hui ? Les estimations varient, mais on parle de plus d'un tiers des travailleurs, surtout dans le secteur des services qui est devenu dominant. Hochschild identifie 3 critères. Il faut un contact direct avec le public, il faut chercher à produire un état émotionnel chez ce public. La confiance, le bien-être, la peur. C'est ça. Et, 3e point, l'employeur exerce un contrôle sur cette gestion des émotions, souvent via des formations ou des scripts très précis. Mais attendez, est-ce que ce n'est pas simplement la politesse ? Le fait d'être professionnel. On a toujours dû un peu gérer ses émotions au travail, non ? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau là-dedans ? C'est le point clé. La différence, c'est l'échelle et la systématisation. Ce n'est plus une simple norme de politesse, c'est une compétence managée, mesurée et vendue. Le sourire de l'hôtesse de l'air ne lui appartient plus. Il fait partie du produit vendu par la compagnie aérienne. Et c'est là qu'on touche au côté sombre de ce travail, très présent dans les textes. C'est-à-dire l'épuisement, le burn-out Oui, et le sentiment d'aliénation, de ne plus savoir ce qu'on ressent vraiment. Hochschild fait une distinction capitale entre le jeu en profondeur et le jeu en surface. D'accord. Le jeu en surface, c'est feindre l'émotion, mettre un masque. C'est épuisant, car il y a une dissonance constante entre ce qu'on ressent et ce qu'on montre. Le jeu en profondeur, c'est essayer de se convaincre soi-même de ressentir l'émotion requise. Par exemple, une hôtesse qui se dit que le passager désagréable a peut-être peur de l'avion pour réussir à ressentir de l'empathie. C'est une technique de survie psychologique. Et ce n'est pas seulement une question d'afficher de la bonne humeur. Les sources parlent aussi d'un travail émotionnel plus négatif. Tout à fait. On parle de travail émotionnel antipathique, l'agent de recouvrement qui doit se montrer ferme, voire menaçant pour inspirer de l'anxiété et pousser quelqu'un à payer sa dette, ou à l'inverse, la neutralité émotionnelle exigée de certains professionnels, comme les gardiens de prison, qui doivent rester impassibles face à des insultes. On leur demande pas d'être gentils, mais de ne rien ressentir, ce qui est peut-être encore plus difficile. C'est fou parce que c'est un travail complètement invisible, mais qui demande de vraies compétences. Et les sources disent qu'on n'est pas tous égaux face à cette exigence.
Non. Une des sources avance l'idée d'un capital émotionnel. De la même manière qu'on a un capital économique ou culturel, on accumulerait au fil de notre vie, notamment via notre éducation, un stock de compétences émotionnelles. Certains arrivent sur le marché du travail mieux équipés que d'autres pour gérer ce type de demande, pour prendre de la distance, pour ne pas se laisser dévorer. Donc on est façonné par notre culture, on performe des émotions au travail. Où est-ce que notre vrai moi, notre histoire personnelle, se situe dans tout ça? C'est la question fondamentale. Et les émotions sont justement la clé de notre histoire personnelle. Un des textes, qui vient des études littéraires, parle de narratologie affective. L'idée est simple mais puissante. Une histoire, que ce soit un roman ou le récit qu'on se fait de sa propre vie, n'est pas juste une liste d'événements. Pour qu'elle ait un sens, elle a besoin d'événements émotionnellement significatifs. Des pics et des creux émotionnels. C'est ce qui donne sa forme au récit, ce qui nous fait dire « et là, tout a basculé ». Précisément, notre mémoire s'organise autour de ces moments clés. Et notre capacité à naviguer ces pics et ces creux est elle-même une histoire qui commence dès la naissance. Les sources sur le trauma développemental sont très éclairantes là-dessus. Elles montrent comment des carences affectives très précoces peuvent laisser des traces durables. On parle de choses comme la honte, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Oui, une honte toxique, une faible estime de soi qui devient une sorte de toile de fond permanente. Et ce qui est fascinant, c'est que ça s'inscrit dans le corps. Ces expériences peuvent laisser le système nerveux bloqué, en mode alerte, dans un état de stress chronique. Le corps se souvient du manque de sécurité, même des décennies plus tard. C'est incroyable, on boucle la boucle. On a commencé par la physiologie, la réaction du corps, et après ce grand détour par la culture, le pouvoir et le travail, on y revient. Émotion à l'âge adulte. C'est pour ça que la capacité à mettre des mots sur ce qu'on ressent, à raconter nos histoires émotionnelles, est si vitale. C'est ce qu'une source appelle une forme de traduction de nos états préverbaux. C'est un moyen de reconnecter le langage avec ce qu'une autre appelle magnifiquement les codes de la chair. De la biologie du cerveau au management en entreprise, de la cour de Louis XIV à nos récits intimes, on a vraiment brassé large. Le fil rouge, c'est peut-être que les émotions ne sont jamais simples. Elles ne sont jamais purement internes ou purement externes. Elles sont ce point de jonction incroyable entre notre corps, nos pensées, la culture dans laquelle on baigne et les rapports de pouvoir qui nous traversent. Elles sont à la fois ce qu'il y a de plus personnel en nous et de plus social. Et pour finir, il y a une idée qui ressort de tout ça. Une sorte de tension, une question à laisser mûrir. Oui, il y a un paradoxe qui est assez troublant. D'un côté, on a l'intuition que nos émotions sont la part la plus authentique de nous-mêmes, le signal de qui on est vraiment. Mais de l'autre, tout ce qu'on vient de voir montre qu'elles sont constamment façonnées, gérées, performées et même vendues. Ça nous laisse avec une question vertigineuse empruntée à la sociologue Harley Hochschild. Dans un monde qui instrumentalise et commercialise de plus en plus nos sentiments, que signifie vraiment se réapproprier son cœur? Et surtout, à quoi ressemble un sentiment authentique et comment fait-on pour le protéger?